Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective. Revenons dans l'histoire d'Haïti. En 1664, à cette époque, il y a 400 mercenaires sur la petite île de la Tortue. 400 aventuriers qui empêchent à l'État espagnol présent dans le Nouveau Monde de respirer. Et Louis XIV, qui prend vent de ce qui se passe dans cette région du monde, décide de soutenir l'initiative de Bertrand d'Ogeron, le nouveau gouverneur de l'île. Cet homme qui va changer radicalement la position des Français dans les Caraïbes. On en parle ? En 1664, Louis XIV va donc endosser le projet français dans le Nouveau Monde, en appuyant militairement et financièrement les actions des flibustiers. Pour cela, il va, avec l'aide de son ministre des Finances, Jean-Baptiste Colbert, créer la Compagnie des Indes occidentales, dont le but est de faire commerce tant avec les îles que la terre ferme d'Amérique. La même année, les dirigeants de la Compagnie des Indes occidentales achète l'île de la Tortue pour la bagatelle de 14 000 livres. En 1665, il nomme Bertrand d'Ogeron, un gentilhomme angevin, à la fonction de gouverneur de l'île. Son objectif à peine dissimulé, occuper pour le compte de la France ce qu'il appelle la Grande Île, c'est-à-dire Hispaniola. Le nouveau gouverneur amène de la discipline chez les flibustiers et les boucaniers. Il tente de réduire leur goût pour le brigandage. En somme, il se professionnalise. Il encourage l'agriculture. C'est ainsi que beaucoup de corsaires deviendront des agriculteurs. Bref, le nouveau gouverneur a une vision, développer une colonie de peuplement dans le Nouveau Monde, sur un territoire allant de l'île de la Tortue à la Grande Île, c'est-à-dire à Hispaniola. En témoigne son autre initiative, celle de faire venir par cargaison des femmes blanches de France qui vont être vendues aux enchères comme des instruments de procréation à ces mercenaires barbares. Ces jeunes femmes à marier viennent d'orphelinats d'Europe, de centres pénitentiaires et d'autres circuits douteux de la société française. Parmi elles, il y a la fameuse Anne Dieuleveux, arrivée très jeune sur l'île de la Tortue comme criminelle. Elle se mariera en 1684 avec le flibustier Pierre Lelong, qui sera ni plus ni moins le premier commandant du Cap. D'ailleurs, la population française est passée de 400 en 1664 à 1500 âmes en 1669 sur un territoire allant de l'île de la Tortue jusqu'aux côtes nord-ouest, y compris à Port-de-Paix. En 1677, il y aura près de 5000 Français présents sur ces territoires. Le but du gouverneur est d'évincer les Espagnols de la Grande Île sans laisser le soin aux Anglais de revenir à la charge. Et ce n'est pas fini. En effet, Bertrand d'Ogeron est sur le point de réaliser une véritable révolution commerciale avec le cacao. En 1666, Bertrand d'Ogeron fait planter de nombreux cacaoyers dans le nord-ouest, occupé, près de la ville de Port-de-Paix, nouvellement colonisée. Le terme cacao vient de cacahuatl, un mot emprunté à la langue nahuatl des Aztèques. Le cacao avait été trouvé par Christophe Colomb dans une petite baie du Honduras et il l'avait emporté à Hispaniola. Le cacao ne quittera plus jamais l'île et deviendra un produit phare pendant toute l'histoire de la colonisation. Les plantations de canne à sucre et de tabac se développeront vers 1670 et 1674. Quant à 1666, elle est une date fondamentale, car elle marque le début de la guerre de dévolution opposant les Français aux Espagnols et aux Hollandais. Et cette guerre va influencer le destin
de l'ancienne île d'Haïti. En 1667, les Français menés par un flibustier répondant au nom de Delille attaquent la ville de Saint-Yag, la pillent et prennent 25 000 piastres aux Espagnols. En 1670, Bertrand de Geron ordonne une nouvelle incursion, cette fois dans le territoire du Cap. Les Français prirent cette ville, la pillèrent et enlevèrent 25 000 piastres. Nous apprend l'historien Thomas Madieu. Bertrand de Geron a une obsession, contrôler le Cap. Autre point stratégique pour ennuyer les Espagnols. Il s'appuie sur les boucaniers pour essayer de s'y établir, mais ils sont sans cesse repoussés par les Espagnols. Suivant son autre objectif de peuplement, Bertrand de Geron veut augmenter le nombre de cultivateurs de sa mini-société de la tortue. Après avoir fait venir des cargaisons de femmes blanches de France, il a une autre idée tout aussi ignoble, l'utilisation de la force servile. En effet, il demande au gouvernement français d'appuyer un gigantesque projet de traite des Noirs. Le Conseil d'État autorise cette stratégie en supprimant l'impôt de 5% que devait payer chaque flibustier pour chaque Noir possédé en provenance de la côte de Guinée. Cette exonération va contribuer à la prolifération du commerce d'esclaves. Ces Noirs vont venir travailler dans les mines et se substituer aux engagés, mais aussi à la classe des cultivateurs. Sauf que eux, ils seront sans aucun droit, ils seront des objets. Les pirates peuvent alors se concentrer sur d'autres objectifs. Dans une urgence d'espace vital, ils ont le soutien de Bertrand de Geron, qui part en France en 1675, demander à la cour de Versailles de lui permettre la conquête de toute l'île d'Hispaniola. Celle sa mort un an plus tard retarde ce projet. Mais dans le nord de l'île, le successeur de Bertrand de Geron ignore qu'il va faire face à un ennemi intérieur. En effet, la première grande révolte d'esclaves se prépare. L'île va de nouveau prendre feu. Les personnes mises en esclavage ont toujours contesté ce sort, lors des rafles en Afrique par des hommes comme John Hawkins ou son cousin Francis Drake. Ensuite, lors de la traversée, certains se sont automutilés ou tout simplement suicidés en se jetant par-dessus bord pour ne pas subir cette déshumanisation. Ceux de 1517 se sont joints en 1533 à la révolte du Cacique Henri pour former la première rébellion d'Indiens et de Noirs des Amériques. Mais en 1676, la révolte que prépare Padre Jean, un Noir espagnol, et ses partisans est la plus forte et la plus authentique des contestations anti-esclavagistes. En effet, profitant de la guerre ouverte entre les Français et les Espagnols pour le contrôle du Cap, Padre Jean tue son maître sur une plantation de Port-de-Paix et se réfugie sur l'île de la Tortue où il s'y cache pendant 3 ans en compagnie d'un groupe de marrons au nombre de 25. Commence alors une véritable révolte dans la région. Installés dans les montagnes de Pointe-Palmiste, à l'est de Port-de-Paix, ces marrons terrorisent les colons de la région de Port-Magot. Ils descendent la nuit dans les plantations pour assassiner les maîtres et libérer les esclaves avant de regagner leur marquis. À chaque opération, leur groupe grandit. Jacques de Poncet, le nouveau gouverneur de la Tortue, paie des mercenaires pour venir à bout de ces marrons, sans succès, jusqu'en 1679. Ainsi, après 3 ans de combat, une armée de flibustiers arrive enfin à bout de Padre Jean et de ses hommes en les supprimant tout bonnement. C'en est fini de la première grande révolte d'esclaves dans les Caraïbes. Et Padre Jean a montré la voie. Et jamais la lutte ne cessera. Dans toutes les luttes impossibles, il faut juste que quelqu'un montre le chemin. Par cette action, les Français montrent qu'ils sont prêts à utiliser la même cruauté que les Espagnols pour défendre leurs nouveaux intérêts dans le Nouveau Monde. Des flottes chargées d'esclaves, venant des rives africaines, transportèrent à Saint-Domingue des milliers de cultivateurs. Déjà la colonie française entrait dans une grande voie de prospérité. D'ailleurs, en 1685,
est publiée l'ordonnance de Louis XVI qui donne lieu à une publication du Code noir qui va venir réguler et professionnaliser cette pratique qui ne peut disparaître que dans la violence et l'autodéfense. Lorsqu'est signé le traité de Ryswick, traité par lequel l'Espagne accorde la mainmise de la France sur la partie occidentale de l'île rebaptisée Saint-Domingue, il est déjà trop tard pour l'injection de toute forme d'humanité dans l'île. À Saint-Domingue, nous venons de basculer en cette fin du XVIIe siècle dans une situation de non-retour. Abonnez-vous pour connaître la suite de cette histoire, le sort des Espagnols, celui des Français, mais aussi celui des esclaves noirs vendus comme du bétail dans le Nouveau Monde. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne thématique sur Haïti, consacrée à son histoire, sa culture, sa littérature, sa musique, bref, tout ce qui fait que ce pays est un grand pays.